CGT. Je vois qu'il y a signé autant de monde que d'habitude, c'est formidable. J'ai eu une vingtaine d'annulations par mail. Bon, ça correspond à peu près à ça. Donc, on va parler ce soir de Mercure. Et j'ai quelques petites annonces à vous faire avant. Est-ce que le son est bon? Parce que généralement, le son est mauvais, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est très fort. Tout le monde entend bien? Oui. Alors, tant pis. Alors, voilà les... Il ne faut pas être trop très... Voilà le programme... Pardon, oui. Voilà le programme des conférences dans le mois qui vient. Alors, qu'est-ce qu'on a... Bah, vous voyez, vous savez dire, qu'est-ce que je peux vous recommander? J'ai mis des étoiles à ce que je peux vous recommander. Mais c'est personnel. Hein. La première, c'est comprendre Einstein, c'est parce que c'est dans ma bonne ville de plaisir. On a un petit théâtre, il n'y a pas 200 places, mais il y en a 150. Et on a notre public. Voilà. Sinon, la prochaine commission de cosmologie, ça va être très intéressant, c'est le samedi 19 mars. C'est Gilles Cohen-Tanucci qui nous fait le plaisir de venir pour nous parler de ces dernières, alors vraiment toutes dernières théories concernant la matière noire, les terres de Mach, tellement nouvelles que le PDF qu'il nous avait donné il y a quelques mois à ce sujet n'est même plus accessible, il l'a remis en forme et il va nous en donner la primeur. Voilà. Et bien, le reste, oui, à l'IAP, mais c'est peut-être déjà complet. Curiosity par Francis Rocard. C'est complet? Bon, ça vous apprendra. Sinon, l'école Challenge, le 31 mars, encore un jour de grève. C'est Norma Sanchez qui fait son ouverture de l'année sur justement la cosmologie. C'est toujours très intéressant. On n'a pas besoin de s'enregistrer, mais si vous venez, il faut les papiers, vous savez, pour l'entrée de l'observatoire. Alors, je voulais juste vous signaler cette conférence, on m'a prévenu ce matin, directement par le CERN. Vous savez qu'il y a quelques mois, le prix Nobel de physique a été donné à deux personnes, dont un japonais dont je n'oserais pas prononcer le nom. Vous voyez, il est bien écrit puisque j'ai fait du copier-coller. Je ne me suis pas trompé. Et il est à Paris et il va nous donner une conférence, alors dans sa langue, pardon, en anglais, n'ayez pas peur, avec traduction simultanée à l'amphithéâtre de la Sorbonne. Donc le 6 avril à 18h30, je ne sais pas quel jour ça va, je l'ai mis dans mon agenda, vous verrez. Ça vaut le coup, c'est évidemment très libre, gratuite et obligatoire, mais il faut s'inscrire. Hein. Il faut avoir sa carte d'identité et vous allez recevoir un carton d'invitation. Il faudra venir avec tout ça, sinon ils ne vous laisseront pas entrer. Je signale que la SAF sera présente et que notre vidéaste professionnel, amateur, Laurent Donge, qui est là, sera invité et il nous fera un beau film comme d'habitude. Alors je vous conseille de réserver le plus tôt possible. Le plus tôt possible, ça veut dire pendant la séance, là, si vous savez taper sur Internet, ou en rentrant ce soir chez vous. Et parce que je pense que même si l'amphithéâtre est grand, ça va aller vite, hein, un prix Nobel. L'information n'est pas encore officielle à peu près partout sur les grands canaux. Moi, j'ai diffusé dans mes cercles de cosmologie, vous l'avez reçu, je pense. Et donc, je pense qu'à partir de demain ou après-demain, ça sera un peu partout. Voilà. Les prochaines conférences de la SAF, le mois prochain, ça sera Jean-Michel Fédic qui nous parlera d'un sujet éminemment astronomique, l'histoire du télescope, et ceci à l'occasion du centenaire du célèbre Hooker du Mont Wilson. Ensuite, vous voyez le programme. Vous saviez donc que le 14 septembre, on va recevoir André Barrique, s'il est en forme. Et voilà, le
programme est précisé jusqu'en février. Si Dieu veut, je suis prêt jusqu'en février. Voilà. Pour les gens de la SAF, l'Assemblée Générale le 20 mai, je précise à chaque fois, la journée des commissions, là aussi c'est bien qu'on ait plus de monde que d'habitude. Je fais venir un conférencier, comme l'année dernière, et qui va vous parler d'un sujet différent. Je ne vous le dis pas, ce sera la surprise. Voilà. Les cours de la SAF d'Enel Brio continuent. Les étoiles bleues, les étoiles vertes, les étoiles jaunes, jusqu'au trou noir. Et voilà. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir François Leblanc, qui est au LATMOS. Alors, attendez, laboratoire, ne dites rien. Atmosphère. D'accord, eh bien, à peu près, ben, il vous expliquera ça. Et l'observation spatiale. C'est pas mal. Et à l'IPSL, Institut Pierre-Simon de Laplace. Et il nous parle de Mercure. Et justement, à ce propos de Mercure, je vous repasse là, la photo, là. Il y a un transit de Mercure le 9 mai. Ça démarre en fin de matinée, je crois. Et il y a des... Je pense qu'il y aura quelque chose à Meudon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut préciser? Oui, à Meudon, on va faire quelque chose. Nicolas fait. Pardon? Nicolas Bivet organise quelque chose. Ok, Nicolas organise quelque chose à Meudon. Au début, on n'était pas sûr qu'il se passe quelque chose. À Plaisir, excusez de vous parler de Plaisir, on va être les seuls, je crois, dans les Yvelines à faire quelque chose donc, au château de Plaisir. Mais il doit y avoir d'autres nombreux sites. Alors bon, le transit de Mercure, c'est pas le transit de Vénus, hein. Le principe est le même, mais c'est un élément important puisque ça a été en fait le premier transit d'une planète devant le Soleil qui a donné l'idée ensuite de mesurer, de donner une mesure du système solaire. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, je vous expliquerai ça une autre fois. Je passe la parole à notre conférencier, François Leblanc. Bonne soirée. Pitié. Voilà. On va faire le panorama habituel. Si on pouvait me boucher le vidéo projecteur. Ah, super. Alors, une avec flash maintenant, et puis dans le film. Voilà, merci. Donc merci à la SAF de m'avoir invité pour donner cette conférence sur Mercure. Donc vous avez vu, j'ai pris le parti de changer un peu le titre parce que je vais surtout vous parler de deux missions spatiales, en particulier d'une qui vient de terminer son travail autour de Mercure, qui est la mission Messenger, qui était une mission américaine de la NASA, qui s'est écrasée en avril de l'année dernière sur la surface de Mercure. Et puis la suite à... Pour nous, les scientifiques européens... Vous entendez bien? Oui, très bien. Bon. La suite que l'Europe a donnée à cette mission Messenger, c'était la mission BP Colombo, sur laquelle énormément d'équipes françaises travaillent actuellement, dont mon laboratoire. Et donc, je vais vous en parler aussi, je vais vous dire un petit peu les spécificités de cette mission par rapport à Messenger, qu'est-ce qu'on cherche à faire de plus que la mission américaine. Donc, afin d'introduire mon sujet, j'ai fait globalement, je vais organiser cette présentation en 3 gros volumes. Donc Mercure aujourd'hui, ça va consister essentiellement à vous parler des résultats de Messenger. Qu'est-ce que Messenger nous a appris sur Mercure?
Et puis évidemment, je vais ensuite introduire un petit peu le passage de Messenger à Bepi-Colombo. Et puis je vais quand même finir ma présentation en vous montrant ce qu'on peut faire depuis la Terre, parce qu'on arrive évidemment, comme ça vient d'être montré, à observer Mercure et à faire des observations scientifiques. Et on arrive à faire de même des très très belles images de pas mal de choses autour de Mercure. Donc je vais vous en montrer quelques-unes. Donc pour commencer, pourquoi d'abord on va s'intéresser à Mercure? Donc d'abord, la première chose ce dont je voudrais vous parler, c'est l'orbite de Mercure qui est un peu spécifique, qui justifie cet intérêt. En fait, Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil de notre système solaire. Donc on considère que c'est un petit peu un témoin de la partie du disque planétaire et originel le plus proche du Soleil. Donc regarder Mercure, ça veut dire aussi regarder en quelque sorte la composition et la structure de la partie proche du Soleil de ce disque protoplanétaire. Et puis, les autres éléments importants à souligner à propos de Mercure, c'est quand même c'est une petite planète. Son rayon, donc 2440 km, donc ça veut dire que c'est pas bien plus grand que notre Lune. Et puis, si je parle de la Lune, c'est parce que, vous allez voir, on a l'habitude de faire des analogies, de comparer Mercure à la Lune, mais on va voir qu'il y a beaucoup de différences qui font que Mercure est un objet planétaire relativement, très intéressant en beaucoup de points. Voilà, ça c'est pour donc les motivations. Le dernier élément important, c'est ce paramètre-là, qui est l'excentricité de Mercure. Vous allez voir, ça a des conséquences très intéressantes sur l'orbite de Mercure. Donc, voici une représentation très schématique de l'orbite. Donc, en gros, la seule chose qu'il faut retenir de cette figure, c'est que vous avez donc cette excentricité qui fait que l'orbite de Mercure va varier de à peu près un tiers de la distance Terre-Soleil à peu près la moitié de la distance Terre-Soleil, et ça va avoir des conséquences très très notables sur la surface de Mercure, son atmosphère et son environnement magnétosphérique. L'autre chose, c'est qu'évidemment l'année de Mercure est plus courte que celle de la Terre. En fait, ça fait 88 jours, donc ça va très vite sur Mercure. L'heure locale va être, l'année de Mercure va être très courte. Et la deuxième conséquence qui va être sur laquelle je vais un petit peu m'étendre, c'est l'aspect un peu spécial de l'orbite de Mercure. Donc j'ai essayé d'expliquer une conséquence de cette orbite en décomposant la rotation de Mercure en deux éléments. Alors l'idée de ce schéma, c'est que si vous vous retrouvez sur la surface de Mercure, vous êtes au niveau de ce petit trait orange ici. Donc, et puis vous regardez comment varie l'heure solaire par rapport lorsque vous ne bougez pas et que Mercure ne bouge pas dans le ciel. Donc ce qui se passe, c'est que le seul mouvement que j'ai considéré ici, c'est la rotation de Mercure autour du Soleil. Et donc la manière dont l'heure solaire, sur mon point, va varier. Donc ce que vous voyez, c'est ce que j'ai indiqué ici. L'heure solaire va décroître si je ne bouge pas à la surface de Mercure et si Mercure avait uniquement cette rotation par rapport au Soleil. Évidemment, il y a une autre rotation qui a lieu. C'est la rotation sidérale. Donc en fait, le fait que Mercure, tout comme la Terre, tourne autour d'elle-même. Ce qui est particulier à Mercure, c'est que cette rotation sidérale, elle dure que 58 jours. Donc c'est à comparer aux 88 jours d'un cycle d'une année de Mercure. Et de la même manière que je l'ai représenté tout à l'heure, la même chose, si je me place maintenant à la surface de Mercure, toujours là, comme Mercure va tourner, je vais avoir une rotation. La rotation sidérale va faire que l'heure solaire va augmenter, mais dans le sens que celle induite par la rotation de Mercure autour du Soleil. Alors pourquoi je vous parle de cette notion-là, c'est que si vous regardez donc les deux rotations, elles sont inversées, et la conséquence de ça, c'est que comme vous avez une orbite très elliptique, il se passe que la rotation sidérale est toujours la même, toujours 57 jours. Par contre, l'orbite de Mercure, la vitesse orbitale de Mercure autour du Soleil va changer. Elle va être très rapide, va être beaucoup plus rapide au périhélie, beaucoup plus lente à l'aphélie, ce qui fait que cette vitesse, cette rotation de l'heure solaire ici, qui est en orange, elle va être beaucoup plus rapide ici et beaucoup plus lente ici. Conséquence de ça, là où je veux en arriver, c'est que si vous étiez à la surface de Mercure, toujours, et que vous vous placiez au niveau du périhélie, donc ce trait rouge, par exemple, 4 jours
d'arriver au périhélie de Mercure, qu'est-ce qui va se passer? Si vous regardez le Soleil, vous allez voir le Soleil s'arrêter dans le ciel de Mercure, commencer un mouvement rétrograde dans le ciel de Mercure, jusqu'au moment où, 4 jours après le passage au périhélie, le Soleil va de nouveau s'arrêter dans le ciel de Mercure et recommencer un mouvement prograde tout le reste de l'orbite de Mercure. Donc ce qui se passe, c'est qu'ici vous avez une inversion du mouvement apparent du Soleil. Alors, je vais essayer d'expliquer avec cette petite figure. Vous avez le site de Messenger que je vous encourage à aller regarder. Il y a des petites animations qui expliquent ça très très bien et qui vous montrent à quoi va ressembler justement le mouvement du Soleil dans le ciel de Mercure au moment de ce passage au périhélie. Donc ça, pourquoi j'en ai parlé? Parce que, vous allez le voir, ça a des conséquences sur l'atmosphère de Mercure. On voit que l'atmosphère de Mercure change lors de ce passage très particulier, lors de cette phase très particulière de l'orbite de Mercure. Donc, pour conclure, vous avez une rotation en fait, avec une résonance 3,5. Donc, c'est-à-dire que globalement, vous avez une égalité entre 3 périodes sidérales et 2 années de Mercure. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que un jour de Mercure, donc le temps que une longitude, alors ce que vous devez regarder, si vous partez de cette longitude ici, et le temps la longueur, la durée que vous allez mettre pour revenir exactement à cette position par rapport au Soleil, ça va être 2 années de Mercure, 176 jours sur Terre. Donc ce qui se passe, ce que vous pouvez considérer aussi sur Mercure, c'est que l'heure locale, elle est très longue. L'heure solaire est très très longue, beaucoup plus longue que sur Terre, puisque elle est 176 fois plus longue que sur Terre. Donc, une autre conséquence intéressante sur la proximité de Mercure au Soleil et de son orbite, c'est les températures et c'est aussi la longueur de cette journée de Mercure, c'est aussi les températures à la surface de Mercure. Donc ça, c'est des mesures qui ont été faites par la mission Messenger, qui montrent que la température du côté jour, donc quand vous êtes au périhélie et que vous faites face au Soleil, la surface est à plus 427 degrés. Alors par contre, quand vous êtes du côté nuit, comme vous savez, ça fait 88 jours ou quasiment vous êtes du côté nuit, vous avez eu le temps d'irradier toute la chaleur de la surface, et là vous avez une température qui fait moins 173 degrés. Donc thermiquement, c'est assez terrible comme environnement, et ça pose d'énormes contraintes au niveau spatial, puisque évidemment vous devez survivre dans un environnement pareil, ce qui n'est pas forcément facile pour l'instrumentation et le satellite. La conséquence de l'excentricité de l'orbite, c'est cette température ici du côté jour à l'aphélie. Vous voyez, vous avez 200 degrés quasiment, 150 degrés de différence, de différence entre l'aphélie et le périhélie. C'est-à-dire que l'aphélie est plus agréable à vivre, mais d'un point de vue température, c'est déjà très très différent. Donc du côté nuit, je ne l'ai pas indiqué parce que c'est la même chose, vous avez toujours cette température très négative. Aussi à l'aphélie. Donc, maintenant on arrive à l'exploration de cet objet. La première sonde qui est passée à côté de Mercure, c'est une sonde qui s'appelle Mariner 10, qui a fait 3 flyby. Je vais en parler très brièvement au cours de cet exposé. Qu'est-ce que cette sonde a découvert? L'autre élément que je voulais introduire, c'est que ces 3 flyby, en fait Mariner 10, c'est une mission qui avait pour objectif d'aller voir Vénus. Et lors de la conception de cette mission, un ingénieur de l'université de Padoue, c'est cette personne ici, qui s'appelait M. Bépicon, a suggéré aux équipes américaines qu'ils pouvaient changer simplement l'orbite de manière relativement simple, sans changer vraiment le profil de la mission à l'égard de Vénus, et permettre justement à Mariner 10 de passer 3 fois à côté de Mercure, ce qui a été fait. Et donc c'est grâce à ce monsieur que, dans les années 70, on a eu des premières observations de Mercure, de son environnement immédiat. Vous notez qu'on a mis 40 ans ensuite pour faire une nouvelle mission autour de Mercure, donc on doit beaucoup de choses à cette personne, de notre connaissance de Mercure pendant les 40 dernières années. Donc, maintenant j'en ai arrivé un petit peu aux différents... je ne vais pas vous montrer tous les résultats principaux qui ont été obtenus par la mission Messenger, je vous en ai montré quelques-uns. Je vais les regrouper d'abord en 4 grands chapitres. L'origine de Mercure, c'était une des grandes questions, parce qu'on ne sait pas toujours très bien d'où vient Mercure, comment il s'est formé, où il s'est formé,
quelle est son histoire. Il a quand même des particularités que je vais vous montrer. Et puis après, je vous parlerai de la surface de Mercure, qu'est-ce qu'on apprend sur la surface, qu'est-ce qui a été observé de la surface de Mercure. Je vais vous parler de sa magnétosphère, donc, également, puisqu'il y a une magnétosphère. Et puis, je vais vous parler enfin de l'atmosphère de Mercure. Donc, en ce qui concerne Mercure, une des choses qui a été observée bien avant Mariner 10, c'est que Mercure a visiblement une densité volumétrique qui est très inhabituelle par rapport aux autres planètes telluriques de notre système solaire. Donc ici, vous avez un diagramme qui représente le rayon d'une planète en fonction de sa densité volumétrique. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a un alignement relativement cohérent entre tous ces objets telluriques, c'est-à-dire que plus l'objet est petit, plus sa masse volumique est petite. Par contre, Mercure montre une différence très notable par rapport à ces objets-là. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que Mercure, pour un volume égal, pèse beaucoup plus gros, donc ça veut dire que la seule explication pour ça, c'est que sa composition, a priori, doit être très différente de tous ces objets-là. Donc c'était la première constatation et une des premières motivations pour aller voir un peu de plus près cet objet. Donc voilà ce que ça veut dire aussi en termes de structure interne, c'est que probablement le cœur de Mercure est beaucoup plus grand par rapport aux autres objets du système solaire, enfin aux autres objets telluriques du système solaire. Alors qu'est-ce qu'on pensait que pouvait être l'origine de cet objet avant Messenger? On pensait qu'il y avait deux grands scénarios. D'abord, la conclusion du diagramme précédent, c'est que, a priori, Mercure est appauvri en volatile. C'est-à-dire qu'on a surtout des éléments lourds, comme le fer par exemple, sur Mercure, et très peu de volatiles. Donc on avait deux scénarios pour, en quelque sorte, faire repartir ces volatiles. C'est un impact géant qui volatilise la planète et qui fait partir tous les volatiles au cours un peu après la formation de Mercure. Donc c'est ce premier scénario ici. Et le deuxième scénario, qui est illustré ici, c'est simplement qu'on a un objet qui s'est formé près du Soleil. Il y a des scénarios qui suggèrent que Mercure aurait pu se former plus loin du Soleil et migrer vers le Soleil suite au mouvement des géantes gazeuses. Et donc, un autre scénario, c'est évidemment que Mercure s'est formé près du Soleil. Naturellement, on peut imaginer que le disque protoplanétaire était appauvri en volatile. Donc, Messenger a amené des éléments très intéressants à propos de ces deux scénarios. La première constatation de Messenger, c'est que lorsqu'ils ont regardé, ils ont mesuré le rapport potassium sur thorium à la surface de Mercure, ils ont constaté que c'était à peu près celui de la Terre et de Mars et qu'il était beaucoup plus grand que la Lune. On sait qu'il y a eu un impact a priori majeur lors de la formation de la Lune. Donc on peut se dire que le scénario de l'impact, vu ce qu'il a induit comme signature sur la Lune, en particulier vis-à-vis de ce rapport, n'a pas été à l'origine de la formation ou de l'évolution de Mercure. Donc a priori, ce qu'on constate aussi, c'est que le potassium, qui est un élément relativement volatile, a été conservé par Mercure, et donc il n'y a pas eu des régimes, des moments dans la formation, au cours de l'histoire de Mercure où Mercure était à des températures très élevées. Donc ça veut dire qu'on était plutôt sur un scénario proche d'une formation très proche du Soleil, sans période catastrophique au cours de son histoire. Et en fait, un autre élément qui supporte ce scénario de formation de Mercure, c'est les mesures d'abondance de soufre et de fer à la surface, donc qui montrent que c'est illustré par ce schéma. Ce qui nous montre ici, c'est le rapport magnésium-silicate sur aluminium-silicate, et on voit que le rapport est proche des météorites chondrites, et donc en fait ce sont des éléments qui sont a priori formés proches du Soleil, et donc ça supporte de nouveau, c'est un élément supplémentaire qui suggère la formation de Mercure proche du système, très proche du Soleil. Donc maintenant on va passer à ce qu'a observé Messenger à l'égard de la surface de Mercure. Donc il y a énormément
je vous encourage encore une fois d'aller sur le site de Messenger. Il y a énormément de magnifiques photos des cratères, de la surface de Mercure. Et bon, de toutes ces photos-là, il y a un certain nombre de conclusions, d'observations, de résultats qui ont été obtenus. La première chose qui est très apparente lorsque donc, Messenger a fait une cartographie complète de la surface de Mercure, il faut savoir que Mariner 10 avait fait la moitié. Donc pendant 40 ans, on avait cartographié la surface de Mercure. Grâce à Messenger, évidemment, on a eu une couverture complète. Et donc ils ont pu observer, par exemple, que au cours de son histoire, il y a à peu près 3,8 milliards d'années, il y a eu une période intense de volcanisme, très probablement en association avec un bombardement météoritique intense. Donc, premier élément sur l'évolution de la surface de Mercure. Après, je viens de le dire, mais donc on a énormément de photos de la surface, et puis pour la première fois une couverture complète, avec des résolutions variables. Ensuite, un autre résultat très, très intéressant qui a été obtenu, qui avait été suggéré depuis le sol. Donc, ce que vous voyez ici, c'est donc une image de la surface prise par Messenger. Et ces petits points rouges, ces petites taches rouges, ce sont des observations faites par un télescope, un radar, Arecibo, depuis la Terre, donc, qui a réussi à identifier à la surface de Mercure des zones d'albédo, donc des réflectivités de la surface qui étaient relativement différentes d'autres régions. Donc à l'époque de cette observation-là, évidemment on n'avait pas cette magnifique photo de Messenger, mais on avait quand même une certaine cartographie, et à l'époque ils ont suggéré effectivement qu'il y avait une association entre ces albédos, ces albédos un peu inhabituels par rapport au reste de la surface, et la présence de fonds de cratères. Donc quelle était l'idée derrière cette association? C'était que si vous avez des fonds de cratères, ça veut dire que vous êtes relativement plus profond par rapport à la surface moyenne. Donc c'est ce que illustre aussi une image de topographie faite par la mission Messenger. Donc vous voyez très clairement que là où il y avait les fonds des cratères, en fait, là où il y avait cet albédo un peu inhabituel, on était au fond de cratères qui font à peu près un demi-kilomètre par rapport à la moyenne de la surface. Il faut comprendre qu'ici on est à très haute latitude sur la sphère de Mercure. Et donc, l'autre conséquence de ça, c'est qu'avec cette topographie, on a la possibilité de recalculer les températures moyennes au fond de ces cratères, ce qui a été fait par l'équipe de Messenger. Et donc, ce qu'ils ont calculé, c'est cette association, c'était en gros, là, à ces latitudes, et au fond de ces cratères-là, en gros, les températures ne sont jamais supérieures à moins de 100 degrés. Donc, il faut vous rappeler les températures que je vous ai données tout à l'heure. Même quand c'est éclairé, quand c'est du côté jour, ces cratères-là, parce qu'ils sont relativement profonds et à haute latitude, ils ne reçoivent pas assez de soleil pour chauffer, et donc ils maintiennent des températures très 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 basses. Et donc ça, c'est à mettre en comparaison avec, aux mêmes latitudes, ces températures qui sont sur ces surfaces qui étaient 5 km au-dessus de la surface moyenne de Mercure. Donc évidemment, la conséquence, c'est que ce qu'on pense, c'est qu'au fond de ces cratères-là, ce qui génère cet albédo un peu inhabituel, c'est la présence d'eau. C'est-à-dire qu'il y a des météorites qui impactent la surface de Mercure, va évoluer suite à l'impact météoritique, à la présence à côté du Soleil. Donc c'est une des illustrations obtenues par la mission Messenger. Un résultat qui est beaucoup plus impressionnant, c'est en regardant la topographie générale de Mercure, en regardant ce genre de grande faille ici qui coupe des cratères, ce que l'équipe Messenger a conclu, c'est qu'en gros, pour expliquer ces structures topographiques à la surface de Mercure, ça suggère que lorsque le noyau s'est refroidi peu à peu, en 4 milliards d'années, eh bien on a une contraction du volume de Mercure qui a donné lieu à cette topographie un peu inhabituelle, et une contraction qu'ils ont estimée de l'ordre de 7 km, donc à comparer aux 2440 km du rayon de Mercure, et ce qui est très très important. Donc ça donne aussi une idée comment un objet comme ça va évoluer au cours de son histoire, suite à un changement de régime thermique à l'intérieur de son noyau. Un dernier résultat qui m'a été suggéré par Jean-Pierre Martin, qui est très récent,
qui a été publiée ce mois-ci dans Nature, c'est l'observation de ces régions. En fait, une des choses qui a été observée par Messenger, c'est que la surface a un albédo beaucoup plus sombre en moyenne que celui de la Lune. Donc ça veut dire que la surface de Mercure est composée a priori de matériaux qui sont différents de ceux de la Lune. Et ici, vous avez l'illustration d'une région très particulière qui a été observée par Messenger. Donc cette région très noire autour d'un impact météoritique. Donc ça veut dire que ça suggère que ce matériau-là, c'est un matériau relativement jeune, extrait par l'impact. Et donc, ils se sont penchés sur la nature de ce matériau-là, et ils ont observé, grâce à un spectromètre neutron, ils ont mesuré, ils ont suggéré que la composition de ce matériau est composée de graphite de carbone. Et alors, ça donne des éléments sur une période de l'histoire de Mercure. En particulier, on pense que ces planètes telluriques, lors des phases d'accrétion et d'impact majeur, a été probablement recouvert d'un océan de magma. Et donc, lorsque vous avez un océan de magma, vous avez les éléments qui se forment à la surface de l'océan de magma, les plus lourds qui vont s'enfoncer très profondément à l'intérieur de Mercure. Et par contre, les éléments comme le carbone vont rester à la surface, et donc c'est ce qui pourrait composer en gros la croûte primitive. Donc une fois que cet océan de magma va se solidifier, qu'est-ce qui va rester en particulier? C'est ces graphites de carbone. Et donc ça suggère aussi des éléments sur comment la croûte de Mercure, son origine, et surtout surtout que ces observations-là, ces régions particulières, nous donnent des informations sur la croûte primitive, donc sur l'état de la croûte de Mercure au moment, à la fin du bombardement intense, donc vers 4 milliards d'années. Donc on a des manières de reconstruire, si vous voulez, la composition à une certaine période de l'histoire de Mercure. Donc résultat effectivement très très intéressant. Donc j'ai fait le tour un petit peu des principaux résultats en ce qui concerne la surface de Mercure. Donc l'autre élément, c'est le champ magnétique de Mercure. Donc c'est une des grandes surprises de Mariner 10. C'est-à-dire que même avec 3 flyby, Mariner 10 a réussi à découvrir des choses remarquables pour Mercure. Donc rappelez-vous l'analogie que j'ai faite au début, c'est-à-dire qu'au début, on voyait Mercure un petit peu comme un analogue de la Lune, donc un objet tectoniquement non plus actif, donc a priori sans dynamo interne. Et aux surprises, lorsque Mariner 10 est passé à côté de Mercure, il a été observé un champ intrinsèque à cet objet. Donc même si Mercure a cette absence de tectonique apparente à la surface, eh bien, il y a une dynamo qui s'est maintenue dans Mercure. Donc c'est une des grandes questions qui n'est pas complètement résolue à mes yeux, c'est qu'est-ce qui maintient cette dynamo autour de Mercure. Et en gros, les observations de Mariner ont pu mettre en évidence que, grosso modo, la magnétosphère de Mercure ressemble à peu près à celle de la Terre, donc qui est formée par une dynamo interne, avec un dipôle qui se forme, et puis lorsque le vent solaire interagit avec cette magnétosphère, il y a une compression du côté vent solaire, et puis une extension de la magnétosphère du côté antisolaire. Et donc vous avez une structure, ont été reconnues toutes les régions qui sont indiquées ici par Mariner 10. Alors ce qu'il faut voir, c'est que l'analogie avec la magnétosphère terrestre elle est intéressante, mais elle a ses limites. Alors pourquoi elle a ses limites? Parce que ça c'est une figure représentant un peu la magnétosphère de la Terre. Et ce que vous voyez, c'est que la grande différence avec la figure précédente, c'est que la taille de la planète ici, dans le cas de la Terre, est beaucoup plus petite dans sa magnétosphère. Donc en gros, si vous mettez Mercure maintenant sur ce schéma-là, voilà le volume que va occuper la planète Mercure dans sa magnétosphère. Donc ça a plusieurs conséquences très importantes d'un point de vue magnétosphérique. La première chose, c'est que d'abord la magnétosphère est un rayon terrestre, un rayon planétaire comparé à Mercure occupe un volume 8 fois plus important dans sa magnétosphère que la Terre lui fait dans l'océan. L'autre conséquence qui d'un point de vue magnétosphérique aussi très intéressant, c'est que les échelles temporelles, donc les mouvements qui peuvent avoir lieu dans la magnétosphère de Mercure, ils vont être globalement 30 fois plus rapides
dans la météosphère de Mercure. Ça peut se comprendre d'une manière très simple, c'est que si vous prenez le vent solaire qui passe ici, eh bien, le vent solaire va être beaucoup plus rapide à traverser toute la météosphère de Mercure qu'elle ne le fait dans le cas de la Terre. Et donc ça veut dire que tout phénomène dynamique induit par le vent solaire va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus énergétique. Les choses vont bouger beaucoup plus rapidement dans cet environnement. Et la dernière conséquence de taille inhabituelle, c'est qu'on a des problèmes avec la météosphère de Mercure. C'est qu'en général, la météosphère terrestre, on la comprend avec les courants. C'est-à-dire qu'on a des courants qui circulent des pôles, qui vont dans l'ionosphère et qui ressortent des pôles. Donc l'ionosphère, en quelque sorte, sert de fermeture à notre circuit, à notre circuit électrique dans la météosphère terrestre. Dans le cas de Mercure, on n'a pas d'ionosphère, parce qu'on a un volume très grand, on n'a pas d'atmosphère suffisamment dense pour générer une telle ionosphère. Donc on a globalement des problèmes de compréhension d'une telle magnétosphère, et ça fait un petit peu, vous allez le voir, l'objet principal d'exploration de la mission Bepi-Colombo, justement. Alors, qu'est-ce qu'a vu Messenger d'original par rapport à cet environnement de Mercure? Donc la première chose c'est résumé par ce schéma fait par l'équipe Messenger. Donc en gros, ils ont confirmé qu'on a bien un champ polaire, tout comme Mariner 10 l'avait observé, que le champ magnétique n'a pas changé. C'est une hypothèse qui a vérifié, mais ce n'est pas le cas. Et puis l'autre hypothèse, c'était que c'était des champs cristaux, c'est-à-dire que vous avez peut-être entendu parler autour de Mars, on a découvert des champs cristaux, c'est-à-dire que la croûte martienne a en quelque sorte gardé des champs magnétiques fossilisés qui génèrent des structures magnétiques très importantes autour de Mars, qui sont observables depuis l'espace. Eh bien, on se demandait si ce qu'on voyait autour de Mercure n'était pas le fait justement du même phénomène de champs fossilisés. Et la conclusion, c'est que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que quand on regarde la dynamique de cet objet, de la magnétosphère, on voit bien que ce ne sont pas des champs cristaux qui génèrent cet environnement magnétisé. Alors, par contre, une des surprises qui rend les choses encore plus compliquées pour expliquer l'origine de ce champ magnétique, c'est que c'est un dipôle, certes, mais c'est un dipôle excentré. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si c'est très évident sur cette figure-là, mais en gros, l'équateur magnétique de Mercure est un demi-rayon excentré vers le nord par rapport à l'équateur gravitationnel de Mercure. Donc c'est-à-dire que ici sur cette figure-là, l'équateur magnétique est à peu près ici, tandis que l'équateur gravitationnel est légèrement plus bas. Donc vous avez une dynamo qui est très originale et très surprenante, et particulièrement compliquée à expliquer justement pour les gens qui font des modèles de champs magnétiques. Pardon. Et puis l'autre chose, c'est illustré par cette figure dont je ne vais certainement pas vous détailler tous les éléments, mais qui dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que comme les échelles spatiales et temporelles sont beaucoup plus petites que sur Terre, eh bien on a une magnétosphère où tout bouge très très rapidement et très dynamiquement, et donc qui est particulièrement difficile à observer, parce que, il faut imaginer, vous êtes sur un satellite, et puis vous bougez. Je suis pas laissé. Vous bougez avec votre satellite dans cet environnement magnétique, et ce que vous allez voir, c'est des variations. Vous allez faire des mesures in situ, vous allez voir des paramètres qui vont changer le long de votre trajectoire, qui sont dus à la fois au mouvement de votre satellite, et vous ne savez pas si ces changements que vous observez ne sont pas dus au fait tout simplement que votre environnement lui-même change en même temps que vous bougez. Donc ça rend les choses très compliquées parce que vous avez un point de mesure, parce que justement tout est très dynamique dans cet environnement. Et donc l'autre élément dont je vais vous parler maintenant, c'est l'atmosphère de Mercure. Alors, c'est pas une atmosphère au sens dont vous pouvez le comprendre intuitivement lorsque j'utilise ce mot atmosphère. En fait, c'est ce qu'on appelle une exosphère, c'est-à-dire une atmosphère si peu dense que les particules, lorsqu'elles sortent de la surface, elles n'interagissent pas du tout entre elles. Donc, vous n'avez pas du tout, par exemple, d'équilibre thermique, d'échange d'énergie entre particules de l'atmosphère. Et donc,
ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir simplement de la matière qui sort de la surface, qui va circuler autour de cet objet-là, et qui va s'organiser d'une manière ou d'une autre, suivant ce qui va lui arriver, c'est soit les températures de la surface, soit l'environnement solaire. Et donc, j'ai pris ces schémas juste pour revenir sur mon analogie avec la Lune, parce que là, il y a une vraie analogie avec la Lune qui existe. Donc, la Lune, a priori, vous avez jamais entendu parler de son atmosphère, ou alors, c'est parce que vous lisez des littératures sur ce domaine-là, mais en gros, on a très peu d'observations de l'atmosphère de la Lune. On sait qu'il y a de la matière qui sort de la surface, donc ici, c'est une illustration simplement de tous les processus qui sont évoqués pour expliquer que de la matière peut être éjectée depuis la surface. Il y a eu récemment une mission, l'ADI américaine, qui a fait des observations autour de la Lune, qui a confirmé un certain nombre d'observations qui avaient été faites par les missions Apollo, donc en particulier la présence d'hélium et d'argon. Donc on voit de l'argon qui sort de la surface. Prenez le micro. Pardon? Prenez le micro à tête, ça sera peut-être mieux. Si vous voulez. Donc il y a de l'argon et de l'hélium qui ont été observés par Apollo. Et puis, l'ADI a en plus observé le néon. Donc, on voit très bien de la matière qui sort de la surface, on en voit très peu. On voit, évidemment, ça ne représente pas du tout la composition de la surface, en tout cas pas les éléments dominants à la surface de la Lune. Donc, ça nous dit qu'on observe a priori qu'une partie de ce qui sort de la surface. C'est dû à la difficulté d'observer des densités si faibles avec une instrumentation spatiale. Et donc, il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur cet environnement, sur l'environnement atmosphérique de cet objet-là. On peut faire des choses depuis la Terre. Ici, ce que vous voyez, c'est une image qui a été faite depuis la Terre avec un télescope qui a reconstitué l'atmosphère de sodium, donc les atomes de sodium autour de la Lune. Donc le Soleil de ce côté-là, il arrive ici. Là, vous avez simplement, en gros, une illustration du fait que le sodium est un volatile. Donc quand la température de la surface est relativement élevée. Donc sur la Lune, la température de surface est à peu près 130 degrés Celsius du côté jour. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à ces températures-là, les atomes de sodium vont sortir, vont s'évaporer de la surface, ils vont former cette couronne d'atmosphère qui peut être observée depuis la Terre. Voilà. Et le potassium aussi a été observé avec cette même technique. Donc je reviens à l'objet de mon exposé. Donc, il y a eu donc, des observations qui ont été faites par Messenger. Alors je vais commencer par vous montrer une observation des particules ionisées qui a été faite par Messenger. Ce que vous voyez ici, c'est une illustration qui a été faite, donc le mouvement du satellite, et puis ici vous avez deux graphes qui vous montrent un petit peu le nombre de coups, en gros le nombre de fois où il voit une particule, et vous voyez que ce qui est très remarquable sur cette observation-là, l'intérêt de cette petite animation, c'est que lorsque le satellite passe dans les régions ouvertes des lignes de champ de la magnétosphère de Mercure, eh ben, on voit une augmentation très très nette du nombre de particules mesurées. Donc ce que ça nous dit, c'est qu'il se passe des choses dans ces régions très particulières de régions ouvertes, de champs magnétiques ouvertes vers le vent solaire. Donc probablement des particules du vent solaire qui précipitent à la surface et qui participent à l'éjection de matière depuis la surface de Mercure. Et donc vous avez ici deux illustrations qui ont été faites à partir des observations de Mercure. Donc pour le sodium, toujours, il a visiblement une structure très différente de celle qu'on voit sur la Lune. C'est une proposition d'organisation de la matière du sodium autour de Mercure, donc avec des concentrations plus importantes dans ces régions où le vent solaire peut pénétrer la magnétosphère de Mercure et bombarder sa surface. Et ici vous avez l'hélium, juste pour vous illustrer, mais je vous montrerai par la suite, que, comme j'ai dit tout à l'heure, les particules n'interagissant pas entre elles, ben vous n'avez pas une atmosphère homogène. En gros, vous allez avoir autant d'atmosphère que vous aurez d'espèces qui sortent de la surface de la planète. Donc ça, c'est deux autres images qui ont été faites par la mission Messenger. Donc là, on regardait la partie antisolaire de l'environnement de Mercure, donc le Soleil de ce côté-là. Vous avez ici, et là ce que vous voyez c'est le sodium, et ce que vous voyez c'est deux structures très très distinctes, rien au milieu, deux structures très distinctes qui forment une queue dans la partie antisolaire de Mercure. Et une autre illustration de l'aspect dynamique de cet environnement, ça c'est
Ça c'est un flyby, ça c'est un deuxième flyby, et ce que vous voyez, c'est que les choses sont très différentes d'un flyby à l'autre. Et pour compléter la difficulté qu'on va avoir à vraiment comprendre l'origine de ces différentes atmosphères autour de Mercure, ici c'est la même chose, les observations qui correspondent à ce flyby, ici, à cette image. Vous avez la même observation, mais pour le calcium. Donc on voit du calcium, on voit des espèces, on voit pas mal d'espèces autour de Mercure, mais vous voyez que le calcium est organisé spatialement totalement différemment que ce que ne l'est le sodium. Donc ça nous dit qu'on a quelque chose de... on n'a pas mis d'atmosphère, mais effectivement autant d'atmosphère que d'espèces. Alors toujours pour le sodium, alors le sodium est un élément qu'on arrive à observer très facilement, c'est un des éléments qu'on arrive à observer plus facilement depuis la Terre ou depuis un satellite, parce que c'est un des éléments les plus brillants, on va dire, spectralement. Donc ici, ce que vous voyez, c'est une observation qui est très intéressante sur le sodium, donc, sur l'organisation du sodium et sur sa variabilité. Donc en gros, ce qu'on voit ici, c'est que ce que j'ai représenté ici, c'est une observation, ici c'est l'émission lumineuse venant des atomes de sodium mesurée par un instrument à bord de la sonde Messenger, et le profil de cette émission en fonction de la distance à Mercure. Donc ici vous avez l'altitude, et donc plus vous éloignez de la surface, plus cette intensité lumineuse décroît, moins vous avez d'atomes de sodium autrement dit. Et alors ce qui est remarquable ici, c'est qu'ici il y a 4 années de Mercure, donc ce sont l'accumulation d'observations faites à 88 jours, pas tous les 88 jours, mais au cours de plusieurs années de Mercure. Et ce qui est vraiment très remarquable, c'est qu'on voit exactement la même chose d'année en année autour de Mercure. Alors, ça contradit ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un environnement très dynamique, donc il va falloir expliquer justement pourquoi cet élément-là, par contre, est très stable et produit à peu près toujours la même atmosphère. En gros, on va pouvoir faire des prédictions sur le statut de cette atmosphère-là à différentes années. On va pouvoir faire des modèles de climat, si vous voulez, c'est équivalent pour Mercure, à partir de ce genre d'observation, parce qu'on voit quelque chose qui est finalement très stable. Alors j'ai parlé du calcium tout à l'heure, je reviens sur cet élément-là. Une autre observation qui n'est pas forcément... qui a été faite lors d'un des premiers flybys de cette émission, qui montre la variation de l'émission du calcium en fonction de l'endroit où l'instrument optique regardait l'émission lumineuse de cet élément. Et ce qu'on voyait, ce qui a été observé, c'était que cette émission lumineuse, d'une manière très différente de celle du sodium, elle pique très nettement le matin. Et ça, c'est vrai pour chaque flyby, et ça a été fait maintenant au cours de toute la partie d'observation de Messenger, et on voit cette tendance systématiquement, c'est-à-dire que le calcium, par contre, il sort le matin de manière très significative, et ça c'est vrai partout. À n'importe quelle position de l'orbite de Mercure, on voit cette structuration-là. Et en plus, on voit des variations au cours de l'orbite de Mercure de l'intensité de cette émission. Et ça a été expliqué de manière, c'est encore un peu débattu, mais ça a été expliqué par le passage d'une comète. En gros, on peut expliquer la symétrie matin-soir en se disant que s'il y a des impacts cométaires, eh bien, a priori, les impacts cométaires vont être plus efficaces et plus nombreux le matin que le côté apex que de l'autre côté. À la surface de Mercure, donc il est pour les émetteurs à impact Mercure qui produisent ce calcium, il est naturel de voir un pic le matin et de voir quasiment rien le soir. Donc, autrement dit, ça illustre aussi qu'une partie de ce qu'on voit comme matière autour de Mercure vient du produit d'impact, de vaporisation induite par des météorites qui impactent la surface de Mercure, tout comme d'ailleurs ça a été observé récemment par la mission LAVI pour la Lune. Donc voilà un bilan. Donc on en est là. On a ces espèces-là qui ont été observées. Il nous en manque beaucoup. Les points d'interrogation, c'est parce qu'on n'a pas encore suffisamment d'observations pour savoir les quantités réelles. Alors, les chiffres que je vous donne, ça ne vous parle pas, mais pour vous illustrer un petit peu le sens qu'on peut donner à ces chiffres-là, c'est que si vous essayez de générer un vide sur Terre avec des pompes, des choses très compliquées, ce que je fais en laboratoire,
on n'arrive jamais à ce genre de vide. En gros, l'atmosphère de Mercure correspond à un niveau de vide extrêmement poussé, mais il y a quand même de la matière et on arrive à l'observer, ce qui, à mes yeux, est tout à fait remarquable. Donc on arrive quand même à avoir des informations sur cet environnement. Donc, je ne sais pas quelle heure il est. C'est bon? Je vais peut-être accélérer. Donc, de Avec l'eau, pardon? avec l'eau, si vous avez besoin. Oui, bon, ça va me guérir de ma toux. Donc, je vais maintenant rapidement essayer de vous parler de Bepi Colombo. Donc, la mission Bepi Colombo, avec tous les arguments que je vous ai avancés tout à l'heure sur l'aspect dynamique, sur l'aspect environnement de cet environnement, l'idée de la mission Bepi Colombo, donc par rapport à Messenger, qui est ici, c'est non pas d'avoir un satellite, mais d'en avoir deux, donc d'avoir deux points de mesure, et donc ce qui nous permet de décorréler toute variabilité temporelle induite par l'environnement solaire par rapport au mouvement du satellite dans cet environnement. Donc l'idée c'est d'avoir deux points de mesure, de corréler ces deux points de mesure pour pouvoir reconstruire justement le dynamisme de cet environnement une fois reconstruit le dynamisme de cet environnement, reconstruire encore mieux le champ interne de Mercure pour justement contraindre in fine son origine. Donc la mission Messenger, je vous l'ai dit, s'est écrasée l'année dernière en avril. La mission Bepi Colombo est prévue d'être lancée en 2018 et on mettra 6 ans pour y arriver parce qu'il ne faut mieux pas s'approcher trop vite du Soleil, sinon on risque de ne pas réussir à ralentir au niveau de Mercure et finir dans le Soleil. Donc on doit mettre 6 ans pour y arriver et donc ça donne des échelles de temps pour des missions spatiales qui commencent à devenir très très longues. Bon, juste une illustration de à quoi va ressembler ce spacecraft. Bon, je vais vous passer sur donc, quelques photos sur. Donc, ça, il y a deux spacecrafts. Il y en a un spacecraft qui est un orbiteur planétaire avec un orbite plus proche de la planète, et puis un orbiteur magnétosphérique qui va s'éloigner beaucoup plus de la planète. J'ai essayé de vous dire un petit peu aussi, c'est qu'on n'a pas uniquement une spécificité en termes d'orbite et de nombre de satellites, on a des spécificités en termes de nombre d'instruments et de qualité de mesures qu'on va faire. Donc c'est juste une série d'images ou de figures qui proviennent des différents instruments qui sont mis sur ces deux satellites, avec le type de mesures qui seront faites. On a des mesures de l'environnement que Messenger n'aura pas, on aura des mesures de poussière, on aura des mesures de l'environnement radiatif solaire. En termes de sondage de l'environnement magnétique et atmosphérique, on a vraiment toute une série d'instruments qui sont illustrés ici, qui vont nous donner justement une bien meilleure couverture temporelle et spatiale de cet environnement. Donc, j'en arrive à mon dernier point, c'est l'atmosphère de Mercure vue depuis la Terre. Donc, on arrive, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, à voir l'atmosphère de Mercure. Alors on arrive surtout à voir l'élément sodium, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un élément très brillant, relativement facilement observable. Donc ça c'est une illustration d'un spectre typique qu'on arrive à faire à partir de la Terre, qui a été fait ici avec un télescope solaire français de 1 mètre, qui est aux îles Canaries. Ce que vous mesurez lorsque vous avez un spectromètre et que vous regardez la lumière émise autour de l'arrêt de sodium dans l'environnement de Mercure, vous verrez ce spectre noir ici. Donc, ce spectre noir, il va falloir d'abord enlever le ciel de la Terre, ce qui correspond aussi au spectre bleu ici. Et puis, une fois que vous avez enlevé le ciel de la Terre, il faut encore enlever la lumière réfléchie à la surface de Mercure. À la surface de Mercure. Et donc, il va vous rester le spectre rouge. Et ça, c'est un vrai spectre, c'est juste pour vous montrer qu'on voit, comme vous voyez ici, très bien le sodium, l'émission de sodium émis depuis par l'atmosphère de Mercure avec ce genre d'instrument. Et voilà ce qu'on peut faire avec justement un télescope comme ce télescope qui est ici, le télescope Thémis, c'est reconstruire la structure de l'atmosphère de sodium autour de Mercure. Donc ce que vous voyez ici, c'est une image, donc ça c'est le disque planétaire, le point subsolaire il est ici, et ce qu'on a réussi à faire, c'est regarder le côté jour de cette planète et comment le sodium atmosphérique est organisé. Et ce que vous voyez, c'est que le sodium, en fait, on en voit surtout le matin, un petit peu comme le calcium, mais ça, c'est pas toujours vrai.
Ce n'est pas vrai à tout point de l'orbite de Mercure. Ici, c'est un cas très particulier. Et la manière dont on explique, par contre, dans le cas du sodium, l'origine de ce pic le matin, c'est simplement qu'il y a une circulation du jour vers le matin. Je vous ai dit au début de cet exposé que la nuit est très froide, le jour est très chaud. Donc ce qui va se passer, c'est que le jour, tout ce qui est sodium, tout ce qui est volatile, va sortir de la surface, va circuler autour de Mercure jusqu'au moment où il va arriver du côté nuit. Et puis, la surface étant très froide, il va se coller à la surface jusqu'au moment où la surface de Mercure, en tournant, va se remettre au Soleil et va de nouveau émettre ce sodium. Et là, ce qu'on voit, c'est simplement ce phénomène-là, c'est que le sodium est émis le matin, repart du côté des nuits, et ça continue comme ça. Et donc on voit ce phénomène de circulation. Alors voilà ce que vous pouvez aussi faire avec un autre genre de télescope. Donc ce que vous pouvez aussi voir, c'est la queue de l'atmosphère de Mercure. Donc ça, c'est une image, ça ce sont des arbres. C'est simplement un télescope grand champ qui a été utilisé avec un petit cache pour cacher la lumière du Mercure, et puis un filtre en sodium, et hop, ils ont pu observer cette très longue queue du sodium atmosphérique qui est repoussée par la pression radiative solaire, un peu l'image de la comète. Et donc ce qui est remarquable, c'est qu'on observe ça très bien, et c'est une très très belle illustration justement de ce côté circulation et effet de la pression radiative solaire sur la circulation du sodium, et éventuellement au cours de son échappement depuis l'environnement de Mercure. Alors on a d'autres images comme ça, on a des images qui illustrent aussi cette idée dont j'ai parlé tout à l'heure de la magnétosphère de Mercure, avec le plasma. Donc les couleurs ici représentent le flux de particules solaires qui peuvent impacter la surface en prenant en compte justement la présence d'une magnétosphère. C'est un modèle. Et donc ce que vous voyez, c'est que très clairement le modèle prédit une augmentation de précipitations à haute latitude, parce que c'est dans ces régions-là que les lignes de champ magnétique le permettent, du sodium de Mercure, qui illustre parfaitement ce phénomène-là, avec des pics à haute latitude de l'émission de sodium qu'on associe justement à ces précipitations. Et une dernière chose qu'on peut faire, ça c'est toujours avec le télescope Thémis, c'est regarder la variation temporelle de cette atmosphère. Donc ce que vous voyez ici, c'est une journée d'observation continue. Et donc c'est des images qui sont faites toutes les heures à peu près de cette atmosphère. Donc toujours pareil, on a le disque ici. Le point subsolaire dans ce cas-là, il est juste ici sur cette image-là. Et ce qu'on voit très clairement, c'est au début de ce cycle d'observation, nos deux structures à haute latitude. Et puis au fur et à mesure de la journée, ces deux structures qui disparaissent. Et donc ça, c'est aussi une manière une illustration très nette de l'effet du vent solaire. Donc en fait, le vent solaire, c'est ce plasma venant du Soleil qui va bombarder la surface de Mercure. Et donc en fait, l'idée, c'est que pour avoir des variations sur 7 heures terrestres, qui correspondent à quelques minutes de temps local sur Mercure, et ben le seul phénomène avec des échelles temporelles de ce type-là, c'est le vent solaire. Le seul phénomène qui va varier sur des échelles de temps aussi courtes à l'échelle de Mercure, c'est le vent solaire. Et donc c'est aussi une illustration qu'on voit des choses qui sont liées finalement à l'interaction entre le vent solaire, la magnétosphère de Mercure et la surface. Donc tout est lié en quelque sorte. Les trois éléments que je vous ai décrits tout à l'heure sont liés les uns aux autres. Voilà, et alors je finis sur ce genre de figures en espérant que ce ne sera pas trop obscur à expliquer. Mais en gros, c'est ici une représentation de l'émission moyenne de l'atmosphère, la luminosité de l'atmosphère de sodium de Mercure au cours d'une année. Donc ici, j'ai représenté l'année libraire, c'est-à-dire la position de Mercure le long de son orbite. Donc ici, vous êtes au périhélie, ici, vous êtes à l'aphélie, et ici, vous êtes de nouveau au périhélie. Et ce qu'on voit, c'est la variation de l'atmosphère moyenne observée depuis la Terre, de la luminosité de l'atmosphère, observée depuis la Terre. Et alors, ce qui est important de regarder ici, c'est que ici, vous avez 500 images à peu près qui ont été faites par deux équipes depuis la Terre. Et donc, ça représente à peu près 40 années de Mercure d'observation. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment maintenant des capacités, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une certaine idée du climat en sorte autour de Mercure. Et la première chose qu'on peut voir, c'est c'est relativement stable. Une partie de ces variations qu'on voit ici, c'est dû à l'atmosphère terrestre, évidemment, à travers laquelle on doit observer cet objet. Mais
finalement, on s'attendait à des variabilités beaucoup plus élevées. Donc, pour expliquer de nouveau ce schéma, il y a des choses, il faut que je reparte sur mon schéma initial, en soulignant donc la partie que j'ai illustrée au début de la version du mouvement apparent au Soleil. Le maximum de pression solaire, donc là, c'est à ces endroits-là qu'on va s'attendre à avoir une queue qui va se former comme j'ai montré tout à l'heure. Et puis le maximum de Doppler héliocentrique, ça c'est aussi d'un point de vue observationnel, c'est important. Et de nouveau, sur la partie de Mercure qui se dirige vers le Soleil, les mêmes points de l'orbite. Et si je replace ces différentes positions, excusez-moi, ces différentes positions sur ce schéma-là, vous allez voir qu'il y a des choses qui correspondent très très bien justement à ces différentes phases. Par exemple, ici, vous avez une inversion du mouvement apparent du Soleil, et on voit que lorsque, donc ici, vous étiez, au moment où le Soleil est immobile dans le ciel, c'est un mouvement rétrograde dans le ciel, et puis juste à ce moment-là, le Soleil va de nouveau recommencer un mouvement prograde dans le ciel de Mercure, et à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est une augmentation très nette de la luminosité de l'atmosphère de Mercure, comme si tout à coup, il y avait énormément de sodium qui était réémis par la surface de Mercure, juste à ce moment-là. Après, vous avez ici ce minimum ici qui est associé à ce maximum de pression solaire, donc c'est cette idée que vous allez tout pousser très efficacement au loin par rapport au loin de Mercure, et donc vous allez en quelque sorte souffler à ce moment-là de l'année l'atmosphère de Mercure. Et puis, ce qui est aussi remarquable, c'est que vous n'avez pas du tout la même chose sur cette partie-là de l'orbite par rapport à celle-là. Et ça, c'est lié justement au spectre solaire, à l'orbite de Mercure, donc je passerai sur les explications. Mais on arrive aussi à expliquer très bien cette partie de l'orbite de Mercure. Et aussi, pour illustrer, enfin, ce point, c'est que si vous... Alors, ici, c'est une émission lumineuse, donc ce n'est pas tout à fait proportionnel à la densité ou à la quantité de sodium que vous avez dans l'atmosphère de Mercure. Ce trait pointillé correspondrait à une atmosphère de Mercure qui, avec la même quantité de sodium tout du long de son orbite. Et ce que vous voyez, c'est qu'on arrive relativement à reproduire ça. Donc ça ressemble à peu près à une atmosphère qui ne varie que très très peu au cours de son orbite, à part sur cette région-là, très particulière, où on voit qu'il y a un effondrement de cette atmosphère. En fait, si vous traduisez ça en termes de quantité de sodium, eh ben vous concluez que là, vous avez une atmosphère qui s'est effondrée d'un facteur 5, donc c'est très conséquent. On a vraiment une phase de l'orbite de Mercure où l'atmosphère disparaît quasiment par rapport au reste de l'orbite. Voilà, et j'ai fini sur ce point. J'ai oublié de dire une chose, c'est que, évidemment, la communauté française est très impliquée sur Médric en Hugo. Donc ça va être un sujet d'observation dans les années 24 et au-delà pour notre communauté, parce qu'on a fabriqué une partie des instruments qui sont à bord de ces deux missions. Voilà. Merci, je suppose que moi j'en ai une, même deux. D'abord, pour comprendre sur le schéma juste avant votre conclusion, c'est quoi les R, KR, j'ai oublié. C'est quoi l'unité R? C'est des kilos relais. Des kilos relais. C'est une mesure de l'intensité lumineuse. Alors, en gros, c'est 10 puissance 6 photons par centimètre carré par d'accord. Bon. Ça se trouve sur Internet. Ça se trouve sur Internet. Au début, vous nous avez donc donné deux possibilités de la formation de Mercure, et vous avez, je crois que c'est Messenger qui a éliminé la théorie de l'impact. Donc ça veut dire que Mercure s'est formé comment? Normalement... c'est formé comme les autres planètes, mais par contre, c'est formé à partir de matériaux qui étaient proches du Soleil. Voilà. Donc pour le moment, il n'y a pas eu de migration de son orbite, de changement de son orbite. Oui, mais c'est quand même très différent de Vénus, qui s'est formé pas tellement loin. C'est très différent de Vénus, mais... La différence de distance suffit à expliquer... La composition, en tout cas. La composition. D'accord. Allez-y, si vous avez des questions. Sinon, moi,
Oui, parlez fort. Excusez cette question qui est un peu l'avocat du diable. Je ne suis pas spécialiste en chimie. Alors d'abord, je dois dire que c'est quand même assez admirable, toutes ces mesures précises qui ont été faites. Mais j'ai envie de demander à quoi ça sert par rapport, à quoi ça répond à soit à des grandes questions scientifiques qu'on se pose. Je ne parle pas d'application pratique, mais à quoi ça sert au niveau des grandes questions scientifiques qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'on peut en déduire comme connaissance fondamentale? Moi, je vois deux choses. D'abord, l'origine du système solaire, la formation d'objets aussi proches du Soleil. On n'arrive pas à parler d'objets similaires dans d'autres systèmes solaires. Donc, vous avez un exemple sous les yeux qui est Mercure. Par exemple, j'ai des collègues qui vont utiliser le transit de Mercure pour vérifier certaines techniques de mesure d'objets sur d'autres systèmes solaires. Mercure est très équivalent de ce point de vue-là à ces objets-là. Et de mon point de vue, l'autre objet, c'est comment se comporte un objet aussi proche du Soleil. En gros, tous les phénomènes d'érosion de la surface. On a vu que la surface de Mercure est très différente de celle de la Lune, donc il se passe des choses à la surface de Mercure qu'on découvre en observant, justement. Et donc ça aussi, ça fait partie de ces questions qu'on peut se poser légitimement. On a un objet comme une étoile, comment il évolue suivant sa distance, s'il y a un champ magnétique, s'il n'y en a pas. Aussi, on peut se poser la question pourquoi Mercure n'a pas gardé d'atmosphère. Je pense qu'on peut avoir quelques éléments de réponse relativement simples à évoquer. Et puis le grand mystère de la météosphère de Mercure, parce que c'est pas encore résolu et c'est quand même, ça pose des questions fondamentales sur qu'est-ce qui produit une dynamo. Et ça, c'est quand même assez intriguant. Mais Bepi Colombo va nous aider à répondre. Eh bien, c'est l'objet de... En gros, une des difficultés de Messenger, c'est justement d'observer le champ interne et d'extraire tout ce qui est variabilité, etc. Et ça, Bepi Colombo... Et votre labo, il a des instruments sur Bepi Colombo? Alors, mon labo est à la responsabilité d'un spectromètre ultraviolet sur cette mission Bepi Colombo et d'un spectromètre de Lyon. Donc votre job est assuré au moins jusqu'en 2020. Comment ça passe? 2024? Oui, quelques années. Encore une question? Oui, là-haut. Vous voulez remontrer le lien au début de la récite de Messenger? Ah oui. Quelle est la question? Il voulait revoir Monsieur Leblanc nous a donné de toute façon sa conférence et comme d'habitude je la mettrai avec le compte-rendu donc sur mon site internet. Il suffira de me demander les codes d'accès comme à chaque fois pour que vous puissiez la télécharger. Une autre question? Allez-y. Oui, dans le phénomène du balayage du calcium, si vous avez bonne mémoire, vous parlez de soir et de matin. Qu'est-ce que ça veut dire, sachant, si j'ai bien compris, que la journée sur Mercure dure 176 jours terrestres? Oui. Alors, j'ai pas bien compris la temporalité de tout ça. Il y a quand même un jour sur Mercure, donc il se passe des choses. Et là où j'ai parlé, c'était plutôt l'élément de sodium. Ce que je voulais dire, c'est simplement que le côté nuit sert de piège, l'accumulateur ça accumule les volatiles, parce que c'est très froid. Et quand la planète tourne et ces surfaces qui ont accumulé les volatiles vont du côté jour, ils vont simplement dégazer. Et c'est ce qu'on voit en observant l'atmosphère de Mercure. Ce qui veut dire que ce dégazage a lieu tous les 176 jours terrestres. Ça a lieu en permanence. C'est pas que vous n'avez pas un moment. Il y a en permanence un cycle, un recyclage de l'atmosphère du côté jour vers le côté nuit. C'est ça que ça veut dire. C'est un phénomène qui est continu. Oui, une question là. Oui, moi j'ai une question. J'ai cru comprendre que vous étiez capable de dire à quel moment
donner des époques d'impact sur Mercure, et je voudrais savoir comment vous procédez à cette datation. Quels sont les éléments qui vous permettent de dire ça s'est passé il y a tant de milliards d'années, et ça s'est passé... C'est par rapport à l'environnement? Non, c'est toujours les méthodes de datation à partir des cratères. Ce qui a été fait à partir des missions Apollo, c'était de dater certains éléments de surface, la surface de la Lune, et d'associer ça avec une cratérisation. Donc la taille des cratères, le nombre, et à partir de ce genre de comptage, on va dire, vous appliquez la même méthodologie à Mars, à Mercure, et vous avez tous ces éléments. Une dernière question, comme c'est le jour de grève, peut-être qu'on voudrait terminer un peu plus tôt. Vous, et puis vous. Et puis après, c'est fini. Vas-y, parlez fort. Vous avez montré la queue atmosphérique comme un peu de mètre. Dans la mesure où il y a très peu d'atmosphère apparemment sur Mercure. Comment arrive-t-on à avoir quelque chose? Soit c'est extrêmement sensible, soit il y a eu un dégazage depuis très longtemps, parce qu'il est en permanence. Du soleil, alors, ce que j'ai montré, ça faisait à peu près 1400 rayons de Mercure. En termes d'échelle temporelle, ça représente quelques dizaines d'heures. C'est-à-dire que ce que vous voyez à 1400 rayons de Mercure a été éjecté ou est parti de Mercure il y a quelques dizaines d'heures. En termes d'échelle temporelle, c'est très court. Mais donc, il reste encore quelque chose à éjecter? Absolument. Et ça fait partie des choses qui nous continuent de surprendre, c'est qu'il y a toujours beaucoup de sodium sur Mercure. Et c'est vrai que c'est le genre de choses qu'il faudrait bien comprendre. C'est-à-dire pourquoi c'est des volatiles et pourquoi il y en a encore. Vas-y. Cette histoire de corrélation entre la densité et le rayon, c'est très étonnant. Est-ce qu'il y a une explication? Entre la densité et la densité moyenne de la planète. On est à 5,5 sur Terre, et puis là, 0, enfin, ça fait 3 et quelques pour la Lune. C'est très étonnant pour moi. Est-ce qu'il y a un truc physique là-dessous? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'a priori, si vous partez des mêmes constituants, vous allez obtenir la Lune, quelque chose d'approchant. Donc la seule explication pour faire ça, c'est que vous avez perdu les éléments légers. C'est-à-dire que vous n'avez plus que des éléments lourds, le fer, le silicium, des éléments très lourds qui constituent l'essentiel de ce que vous voyez sur Mercure. Et donc c'est la seule explication, c'est un scénario où justement une partie des volatiles est partie. Alors la question c'était quel était le scénario qui avait fait partir ces volatiles. Et ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'il y en avait deux. Il y avait l'impact, tout simplement, s'est formé à partir d'éléments qui étaient appauvris en volatiles du début. Encore une question, vas-y madame. Est-ce qu'il est vraiment sûr qu'il y a de l'eau sur Mercure? C'est une bonne question. Vous pouvez répéter pour oui, pardon. La question c'était on est sûr que c'est de l'eau qu'on voit sur Mercure? On voit une réflectivité. Donc on voit une surface qui réfléchit à certaines longueurs d'onde et ça ressemble aux signatures de l'eau. Mais il y a eu beaucoup de débats. Il y a eu des gens qui ont dit que non, c'est pas de l'eau, c'est du soufre, c'est un élément enrichi en soufre. Aujourd'hui, on semble dire que c'est plutôt de l'eau. C'est l'eau dans l'élément qui produit la réflectivité qu'on voit. Au pôle Nord. Est-ce qu'on trouve la même chose au pôle Sud? En fait, alors, je ne l'ai pas dit, faute de temps, mais Messenger avait un orbite très particulier. Ah oui, mais ça très pas du Nord et donc on n'a pas de couverture du Sud. Très peu. Ok. Bon, écoutez, je crois qu'on va arrêter là. On remercie M. Leblanc. Je vous souhaite un bon retour malgré les grèves et vous donne